Shalom Uvracha. On va parler, Be'ezrat Hashem, de la parashat Toldot, la parashat de la semaine. Et on va essayer de comprendre un événement qui s'est produit et qui aurait pu très très mal se terminer. Dans la parashat de la semaine, on était à deux doigts de perdre toute l'identité du clan d'Israël. L'histoire, vous la connaissez, c'est lorsque Yitzhak, qui savait qu'il allait être le patriarche du Ham Israël et qui savait qu'ensuite, toute la continuité du clan d'Israël, elle devrait passer par lui, par ses enfants, il a failli bénir son fils Esav, au lieu de bénir Yaakov. Si jamais Esav avait été béni, ça aurait été le troisième patriarche. Dans la Tfila, on aurait dit Hashem Yishmor, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Esav. Et ça aurait été la fin des haricots. Ça aurait été la fin du monde. Moi, personnellement, si on m'avait dit que mon patriarche, c'était Esav, je me serais converti au bouddhisme. Et Esav, il m'aurait dit, mais pourquoi t'as quitté le clan d'Israël? Je leur ai dit, j'ai pas quitté. Je me suis transcendé. Et il n'y aurait pas eu de clan d'Israël. Vous ne connaissez pas le bouddhisme? Non. Tant mieux. Ça veut dire que le clan d'Israël sans Yaakov, sans les 12 tribus, ça n'aurait pas été le clan d'Israël. Et voilà que dans la paracha de la semaine, n'était-ce le fait que Baruch Hashem, Hashem était vraiment présent, Rivka était présente, Yaakov a joué le jeu pour réussir à prendre les brachot de son père. Si jamais ça n'avait pas été le cas, il n'y aurait plus le clan d'Israël. Viennent Chachamim et disent qu'au moment où Yitzhak va entendre qu'effectivement c'est Yaakov qui arrive et pas Esav, il va comprendre que rien n'est le fait du hasard. Si lui voulait tellement bénir Esav et que finalement c'est Yaakov qui a été béni, c'est bien que c'était la volonté de la Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, très très rapidement, il va avoir ce déclic dans lequel il va comprendre qu'en fait, Esav, ce n'était pas un tzaddik et qu'au contraire, Esav, c'était un rachat et que celui qui méritait véritablement la bénédiction, c'était Yaakov, ce fameux Yaakov qui était dans les tentes en train d'étudier la Torah dans les Bate Midrashot. Et à ce moment-là, il est écrit un pasouk, une expression qu'on retrouve nulle part ailleurs dans la Torah. Il est écrit « Vayecherad Yitzhak Harada Gedola Ad Meod ». Yitzhak a eu une très grande peur, très très grande peur. C'était quoi cette très très grande peur? Yitzhak, il comprend ce qui a failli se passer. Il comprend que le Ham Israël a failli, chas v'shalom, partir en cacahuète. À ce moment-là, il a eu très 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 peur. Vayecherad Harada Gedola Ad Meod. Et Rashi dit quelque chose, attachez vos ceintures. Il dit Ra'a Geinom Ptucha Mitartav. Il a vu le Geinom qui était ouvert en dessous de lui. Donc vous vous imaginez, Yitzhak, un homme tellement pieux, tellement tzaddik, il voit à un moment donné, en bas de lui, ça veut dire il a failli arriver au Geinom. À quel moment il a vu ça? Quand il a béni Au moment où il s'est aperçu qu'il a failli bénir Esav. Comment il s'est aperçu de ça? Rashi, il dit, il a vu le Geinom. Non, il s'est aperçu quand il a compris que Yaakov est venu et que c'est lui qui a reçu la bracha et pas Esav. À ce moment-là, il a vu qu'en fait, il était à deux doigts de tomber dans le Geinom. Il a eu très très peur. Je me mets à sa place, j'imagine le genre de cri là, dans lequel c'est un mélange de ah, oh, oui, ah, tu sais, il ne sait plus où il est. Et à ce moment-là, on comprend très bien que ce qui lui est arrivé, ce n'est pas qu'il a vu une araignée, c'est qu'il est arrivé au service clientèle du Geinom. Bonjour, monsieur Yitzhak. Alors, voilà, vous allez nous mettre une petite signature ici, monsieur. Et ça, il ne comprend rien. Yitzhak, il comprend rien. Geinom? Non, monsieur, une petite signature ici, c'est que de l'administratif, ne vous inquiétez pas. Il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi je mérite l'enfer? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le service clientèle, il lui dit, vous avez quand même failli bénir Esav. Et il lui dit, d'accord, bon, mais je n'ai pas fait exprès. Pourquoi je vais aller à l'enfer? C'est pas faire. Je ne mérite pas. Et c'est là que Yitzhak, il va comprendre.
la gravité de ce qui a failli se passer. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé. Et il a fait en sorte qu'il n'ait pas besoin d'aller à l'enfer, qu'il n'ait pas besoin d'aller au Guéhénom. Le Rav Miller, il dit, c'est un peu comme quelqu'un qui était en train de marcher, il dit qu'une fois il a vu une photo comme ça, d'un homme qui était en train de marcher sur un pont obscur. Il marche, il était sur le point de faire un pas en plus, et à ce moment-là, il y a un éclair. Il y a l'orage, il y a un éclair. Et grâce à l'éclair, il voit que, heureusement que je n'ai pas fait un pas de plus, je serais tombé dans le Sheol. Et Sav, il a compris, Yitzhak, il a compris qu'il était à 2 doigts de tomber dans le Sheol. Vous connaissez cette histoire? Un jour, il y a un monsieur qui a été acheter un âne. Et le vendeur, c'était un juif, il lui a dit, écoutez, mon âne, c'est pas un âne, il faut lui frapper pendant 250 heures pour qu'il commence à bouger et tout. Le mien, c'est un âne, juif religieux, c'est un âne. Il lui dit, comment ça se manifeste? Il lui dit, c'est très très simple, regarde. Quand tu veux qu'il avance, tu lui dis Baruch Hashem. Tu veux qu'il trotte, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tu veux qu'il galope, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tu vas voir, il va galoper. Le monsieur, ouais, sympa. Et comment je l'arrête? Il dit, c'est pas comme les ânes normaux, il faut tirer comme une brute. Non, c'est très simple. Tu dis Shema Israël et tout de suite, il s'arrête. Il dit, sympa, il est super cet âne. Alors, combien il coûte? C'est un âne particulier, 40 000 €. Ah, ça va, 40 000 €, c'est pas énorme. Bref, il monte sur son âne, il dit, bon, alors je vais l'essayer. Alors il dit, bon, on va voir à quelle vitesse il galope. Baruch Hashem, l'âne commence à avancer. Baruch Hashem, l'âne court. Baruch Hashem, triple galop, le monsieur est tout content. À un moment donné, il voit que tout au fond, là-bas, il y a un fossé. Et puis, il ne se rappelle plus comment on fait. Alors, il arrête de dire Baruch Hashem. Il ne sait plus comment on fait. Il n'a plus aucune idée. Il tire sur les trucs. L'âne, il ne comprend rien. Et puis, bon, il voit qu'il va mourir, qu'il va tomber. Il fait Shema Israël. L'âne, il s'arrête à 1/2 millimètre du fossé. Le monsieur, il voit ça. Baruch Hashem. Okay, j'ai entendu qu'il y en a qui la connaissaient. Saha. Ça fait toujours plaisir de raconter des blagues déjà connues. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il a failli y passer. Il a failli arriver au Guéhénom. Il a failli arriver au Guéhénom alors qu'il n'était pas Lubavitch. On raconte qu'un jour, il y a un Lubavitch et un Breslev qui arrivent en haut au Guéhénom. Alors, celle-là, vous ne la connaissez pas. Ils arrivent les deux en haut au Guéhénom. Alors, le Breslev, il arrive, il dit, moi, le Guéhénom? Oui, toi, le Guéhénom. Non, c'est pas vrai. Le Chabad, le Lubavitch. Moi, le Guéhénom? Oui, toi. Il dit, c'est pas possible. À un moment, le Breslev, il s'adresse à Rabbi Nachman. Il dit, Rabbi Nachman, fais quelque chose pour moi. J'ai fait la Hitbodedut tous les jours. J'ai laissé pousser les longues péotes. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Fais quelque chose pour moi. Là, il y a Rabbi Nachman qui arrive, qui le prend par les péotes et il le fait sortir du Guéhénom. Le Chabad, il dit, Baruch Hashem, il y a de l'espoir. Il s'adresse, Rabbi de Lubavitch, s'il te plaît, Rabbi de Lubavitch, fais quelque chose pour moi. J'ai tout fait, j'ai été mettre les tefilines aux gens, j'ai été faire plein de choses, toutes les mitzvot, j'ai fait des kasheroutes en Thaïlande, j'ai fait des tonnes de choses. Fais quelque chose pour moi. Et là, il y a le Rabbi qui s'adresse à cet homme-là et il lui dit, ne t'inquiète pas, tu es ici en shlichut. mission Chabad dans le Guéhénom. Donc Esav, Yitzhak, lui, il n'était pas en shlichut, mais il a failli y aller. Ce que j'aimerais, Bezrat Hashem, essayer de comprendre avec vous, c'est comment une chose pareille a pu se produire. Comment Yitzhak, qui était un homme 1000 fois plus intelligent que nous tous, qui était un homme qui devait avoir l'esprit critique un minimum, qui savait c'était quoi la Avodat Hashem, qui savait c'était quoi l'hypocrisie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment une chose pareille s'est produite? Vient le pasouk et il dit Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv. Yitzhak aima Esav parce qu'il y avait le gibier dans sa bouche. Le gibier, la nourriture, l'escalope, le steak. Il y avait le gibier dans sa bouche. Le sens premier du verset, c'est quoi? On sait très bien que Esav, il passait son temps à aller chasser. Et il honorait beaucoup son père. Donc il allait tuer du gibier et il amenait ce gibier à son père.
Donc le sens premier du passouk, c'est de dire Tsaïd Befiv, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gibier de Esav était dans la bouche de qui? De Yitzhak. C'est ça le sens premier. La raison pour la... Vayehav Yitzhak et Esav, pourquoi Yitzhak a aimé Esav? Parce que Esav, il lui amenait à chaque fois de la bonne nourriture. Maintenant, on comprend bien que ce premier sens, il est peut-être vrai pour des gens comme vous, comme moi, mais pas pour Yitzhak. Des gens comme moi, je ne sais pas, tu m'amènes un éclair au chocolat, un bon éclair au chocolat, je te bénis toi, ta famille, tes voisins, ta concierge, ton chien, ta machine à laver, ta belle-mère. Tu veux? Non, tu préfères pas? Bon, pas ta belle-mère. Ton beau-père. Ouais, tu comprends? Je réponds amen à tout ce que tu me dis. Un homme comme moi, ok. Mais Yitzhak, c'était pas ça. Un homme comme Esav, regardez un petit peu Esav. Esav, il a été prêt à vendre son droit d'aînesse à Yaakov. Pourquoi? Pour un plat de lentilles. Vous savez, le plat tout rouge là, quand tu rentres dans la cantine et tu vois que c'est ça le plat, tu te bouches le nez, tu t'en vas, tu dis, vous n'avez pas autre chose à me proposer. Et lui, Esav, il vend tout pour un malheureux plat de lentilles. Mais Yitzhak, c'était pas ça. Yitzhak, lui, tu lui as amené un super bon gibier, un chevreuil mariné. Il te disait, c'est très bon, mais moi, tu ne me la feras pas. Hein. Ça va, je reste... Et pourtant, Esav, il a réussi à l'avoir. Comment il a fait? Viennent Chachamim, oui. Yitzhak aima Esav parce que le gibier était dans sa bouche. Fut dans sa bouche. Je ne suis pas très bon en concordance de temps, vous m'excuserez. Je me suis aventuré avec un Emma qui était un peu dur. Ok, vous avez compris? Dvorah, ça va? Ok. Alors, qui est-ce qui peut m'expliquer? Qui est-ce qui peut m'expliquer? Liel, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Le steak, le chevreuil. Ah, gibier? Je crois que c'est G-I-B-I-E-R. Alors, comment on peut comprendre ça? Comment il sera qu'il s'est fait avoir? Hein? Ok, et alors? Pour qui? Non, comment il a réussi à avoir son père, à faire croire à son père que c'était un grand sadique? Très bien, Julia. Avec le maaser du sel. C'est bon? Avec le maaser du sel. C'est quoi le maaser du sel? Viennent Chachamim et disent, tu n'as pas compris le sens du verset. Quand on te dit Tsaïd Befiv, le gibier, il était dans sa bouche, en fait, on fait allusion à autre chose. On fait allusion au fait que Esav, dans sa bouche à lui-même, dans la bouche de Esav lui-même, il essayait de se faire passer pour quelqu'un de bien. C'était un arnaqueur. Ça veut dire, c'est pas que le gibier était dans la bouche de Yitzhak, non, c'est Esav, par ses paroles, par ses actes, il essayait de montrer à Yitzhak combien c'était un grand tzaddik. Et comme dit Julia, très très bien, il disait à son père, papa, comment on fait pour prélever la dîme, le maaser, du sel? C'est une khumra de malade mental. Personne au monde ne pense même prélever le sel, le maaser du sel. On sait très bien que le maaser, on le prélève des fruits, des légumes, des choses qui poussent sur terre, même pas du sel. Et Esav, il faisait zarma, il faisait voir son père, il lui sortait des trucs, genre son père, il disait, ouais, lui, ishtabar shemolad. Ishtabar shemolad, lui, c'est quelqu'un de particulier, tu vois, il fait des khumrot. Il devait marcher dans la rue avec un masque, pas à cause du corona, parce qu'il ne veut pas, chas v'shalom, manger des bactéries, c'est pas cachère. Il faisait des khumrot, tu vois, des trucs de ce genre-là. Même le chazonish à côté de Esav, c'était un païen, quoi. Ça veut dire, et le Rav de Esav, parfois, lui disait, calme-toi, tu fais trop de khumrot, là, calme-toi. Ça, c'était Esav. Esav, il faisait tellement de khumrot que son père, il pensait, bon, ben, s'il fait tellement de khumrot, peut-être que c'est quelqu'un de bien, quand même, finalement, au fond. Oui. Personne n'a répété ses affaires, et aussi, il n'a pas vu Yitzhak qui avait un problème avec ses deux premières femmes, je crois. Ses deux premiers quoi? Femmes, c'était je sais plus s'ils venaient d'où. Apparemment, Rivka et Yitzhak, ils n'étaient pas trop d'accord. Nahon. Rivka, elle n'a jamais été contente, Rivka. Mais Yitzhak, lui, il est rentré dans le jeu.
Vous me demandez pourquoi? C'est une très bonne question. Comment Rivka était plus fut-fut que Yitzhak? Ok, très bonne question. Donc viennent Chachamim et ils disent qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Esav, il a réussi à avoir Yitzhak, de par son comportement, par son hypocrisie, par le jeu qu'il jouait. Il a réussi à faire croire à son père que voilà, moi je suis un grand tzaddik, moi je fais même le maaser sur le mélar, moi je fais des très très grandes khumrot. Il a réussi à faire ça. Ok? Oui. Comment ça se fait que les tzaddiks comme Yitzhak et Rivka, ils ont eu un fils comme ça? Très très bonne question. Très très bonne question. On va arriver à ça, mais une minute. Viennent Chachamim, et ils disent, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a réussi à l'arnaquer. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Yitzhak, c'est pas un rigolo. Yitzhak, tu peux pas réussir à l'arnaquer. Si Esav, c'était un rachat, un mécréant, un méchant, quelqu'un qui faisait que du mal, il peut raconter sa vie jusqu'à demain, il peut faire semblant à son père, papa, comment on fait le prélèvement du sel. Son père, il l'aurait pas cru. Ça se sent trop. Quand quelqu'un il fait de l'hypocrisie, tu le sens trop. Quand quelqu'un c'est un tzaddik amiti, tu sens que c'est un tzaddik de vérité. Quand quelqu'un il fait des jeux, tu le sens. Comment c'est possible que Yitzhak, avec toute son intelligence, presque toute sa prophétie, comment il a pu céder à ce jeu? Comment il a pu se laisser avoir? La question elle est forte. Alors tu me dis, mais il a fait des khumrot. Le fils Esav, il faisait des très grandes khumrot. C'était le grand bnebraki de la maison. Ok, mais Yitzhak, ce n'est pas un idiot. Il ne peut pas se laisser avoir comme ça. Alors en fait, vient le Rav Avigdor Miller, il dit quelque chose de très, 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 très beau. Écoutez bien Tamar, écoutez bien. Très, 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 très beau. C'est quelque chose de très osé qu'il dit, mais à mon avis, c'est la seule façon qu'on puisse comprendre une chose pareille. Et moi, j'y crois beaucoup. J'y crois énormément à ce qu'il dit le Rav ici. Le Rav, il dit, je vais vous dire toute la vérité. La vérité, c'est que Esav, ce n'est pas simplement qu'il jouait un jeu vis-à-vis de son père. C'est surtout et principalement qu'il jouait un jeu avec lui-même. Esav, il était sûr et persuadé dans son conscient que c'était un tzaddik. Esav, quand il faisait des khumrot et qu'il demandait « Papa, j'ai envie de bien faire avec le sel, j'ai envie de bien faire avec telle et telle chose », il y croyait vraiment. Esav, il a réussi à jouer un jeu tellement, tellement, tellement fort que lui-même, il s'est convaincu de soi-disant sa vérité, de son chemin. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Quand quelqu'un il fait un jeu, tu t'en aperçois facilement. Mais quand quelqu'un il s'est lui-même eu, que lui-même il croit que c'est quelqu'un de bien, là c'est très 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 difficile à réussir à repérer. Parce qu'il est authentique. Il est authentique, lui pour lui, c'est un tzaddik. Nous, on a l'impression que quand il allait faire la chasse, il allait faire la chasse comme ça, comme un voyou, en disant « Allez, je m'en fous de tout le monde, je fais ce que je veux », comme un voyou. Mais ce n'est pas vrai. On te dit qu'il allait faire la chasse pour honorer son père. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, c'était un grand tzaddik. Lui, dans sa tête, il allait tuer les animaux pour honorer son père. Il prenait l'arc à flèche, il sortait la flèche en l'honneur d'Akadosh, Baruch Hu. Et puis, il était certain qu'il faisait ça en l'honneur de Dieu. Il prenait une deuxième flèche en l'honneur de Papa. Il envoyait la flèche. C'était dans sa tête, il était sûr et certain que c'est le grand tzaddik du monde, Gdolador. Pour lui, dans sa tête, Yaakov, c'est un pauvre malheureux. Lui, il passe sa journée à étudier la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Non, moi, je suis le tzaddik. Et quand on en arrive à cet état-là, ça devient vraiment difficile. Même les gens les plus grands, comme Yitzhak, ils ont du mal à réussir à déceler. Et d'où on sait ça? J'aimerais vous lire un midrash. Juste dès le début, quand Rivka était enceinte et qu'elle passait devant les endroits d'Avazara, il était déjà, je sais pas, il va être Betrotzetsua banim bekirba, quand elle est partie voir la yeshiva, ils lui ont dit il y a deux nations et tout, donc il savait dès le début que c'était un... Nachon. Très bonne question. Il savait que potentiellement son fils pouvait devenir quelqu'un de mauvais. Mais il s'est dit ça, il se sert de sa force, il se sert de son amour de l'arc à la flèche pour honorer son père, c'est quelqu'un de bien. Moi j'aimerais vous lire un midrash, écoutez bien le midrash. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, donc ce maître a dit, Kol yamai, toute ma vie, Haïti meshamesh et Abba. Je servais mon père. Mon père il avait besoin de services, c'est moi qui lui rendais les services. Velo shimashti oto echad mimea sheshimesh esav et aviv.
et je n'ai pas réussi, le degré de kavod avec lequel j'ai honoré mon père, il n'est pas arrivé à 1/100 du niveau de Esav quand Esav il honorait son père. C'est un grand rave qui nous le dit, hein, Rabban Shimon ben Gamliel. Ani, il s'explique, il dit moi, Beshash a été meshamesh et Abba, a été meshamesh de gadim et luchlachim. Quand je servais mon père, parfois mes habits ils étaient pas propres. Ou Beshash a été yotze la derrière. Par contre, quand je devais partir en voyage pour faire des affaires, pour faire des choses, a été yotze le gadim nekiim, j'étais avec des vêtements propres. Aval Esav, mais Esav, Beshash aya meshamesh et aviv, lo aya meshamsho ela bebigde malchut. Quand il servait son père, il le servait avec des vêtements de royauté. Il mettait les meilleurs vêtements du monde. Pourquoi? Amar, il a dit, En kevodo shel Abba, liot meshamsho, ela bebigde malchut. C'est pas de l'honneur pour mon père Yitzhak. C'est pas de l'honneur pour mon père que je le serve autrement qu'avec des habits de royauté. Donc quand il allait venir pour faire la cuisine à son père, il mettait une super belle tenue. Quand après il sortait pour aller à la chasse, pour aller faire ses affaires et tout, il mettait des vêtements plus light. Donc Esav, écoutez bien ce qu'il faisait. Esav, quand il allait voir son père, il l'honorait énormément. Ce rave, la Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, moi je suis obligé de dire la vérité. Moi, quand je sortais dehors, je savais que les gens ils allaient me regarder, ils allaient me juger par rapport à mon apparence, ils allaient m'engager par rapport à mon look, à mon style. Alors ok, je faisais attention. Quand c'était pour mon père, de toute façon il m'aime, un truc comme ça. Il dit, moi je ne suis pas 1/100 du niveau de Esav. Maintenant j'ai une question. Marianne, j'ai une question. Rabban Shimon ben Gamliel, ça lui prenait c'était tellement difficile pour lui de consacrer 10 minutes à se changer en l'honneur de son père. Il sait que Esav il s'habillait avec des habits de royauté. Et lui-même, il l'envie, tu vois bien. Il dit, moi, je ne suis pas 1/100 de lui. C'était tellement difficile pour lui de faire ça, franchement. Se déshabiller et s'habiller. Les garçons, ils s'habillent beaucoup plus vite que les filles. Les filles, ça prend 1 heure. Les garçons, c'est 2 secondes. Bémet, Mahabaya, pourquoi? Ariane. Merci. Chirel. Tamar. Ayala. Léa. Vous ne savez pas? Personne ne sait? Personne? Oui, la question c'est si vraiment Rabban Shimon ben Gamliel, il enviait le comportement de Esav. Pourquoi il ne le faisait pas lui-même? C'était tellement simple. Avant de venir servir son père, il aurait mis un beau costume, un beau blazer, un beau truc, et puis il serait venu. Mais déjà, il ne voyait même pas ce qu'il faisait Esav. Enfin, il ne voyait pas qu'il avait... Et voilà, et en plus il ne voyait pas. En plus il ne voyait pas, mais malgré tout, pour Esav, c'était inconcevable de servir son père en étant sale. Ok, mais tu vois bien qu'il l'envie quand même. Peut-être qu'il n'a pas eu la chance de faire Linoï, ça. vous êtes d'accord avec elle? Oui. Hein? Peut-être qu'il n'a pas eu la chance de pouvoir faire ça à son père et s'en est rendu compte. Ah, et comment il s'est rendu compte? Esav, il était bien avant. Non, Ah bah. mais quand il a appris qu'il faisait ça... Ah, quand il a appris que Esav faisait ça. Il a reçu genre un WhatsApp de Esav. Tu fais pas bien ton boulot. Hazak. Vient le Rav et il dit la chose suivante. Écoutez bien. Il dit, mais bien sûr que Rabban Shimon ben Gamliel, il aurait pu le faire, c'est un effort pour lui. C'est facile pour lui, ça va, c'est pas... Il dit simplement, il sentait qu'il n'était pas au niveau. Et il ne voulait pas faire semblant. Il sentait que dans son esprit, il n'était pas encore au niveau de comprendre combien c'était important de servir son père au point que ça vaut le coup de super bien s'habiller. Il n'était pas encore au niveau. Et il ne voulait pas jouer un jeu. Donc il s'est dit, je ne peux pas. Par contre, et ça, pourquoi il faisait ça? Parce que lui, il était au niveau. Lui, il était certain d'être au niveau. Il était certain d'être un vrai Oved Hashem. Il était certain d'être un grand tzaddik. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait. Quand il servait son père, il s'habillait bien. Quand il ne servait pas son père, il s'habillait mal. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui devraient prendre la leçon de Esav. Il y a beaucoup de femmes, mariées, je parle, quand elles sont dehors, Miss Monde, au moins, défilé de couture. Quand elles sont à la maison, Dracula. Dracula. Maintenant, le mari ne comprend pas. Elle sort dehors, elle met du Dior, Chanel, Zara. À la maison, elle met toujours le même pull-over noir, troué, qui a fait la Première Guerre mondiale,
la Deuxième Guerre mondiale, quand tu touches le pull vert, tu sens qu'il te dit « Lâche-moi, je suis trop fragile !» Tu le mets à la machine à laver, elle dit « Je ne suis pas un médecin, moi. » Mais dehors, combien elle s'habille bien. Dehors, tu la vois, elle est bien coiffée, elle a mis son foulard, elle a tout bien mis, la perruque, hyper élégante, hyper machin et tout. Elle rentre à la maison, elle retire son élastique tout doucement, et d'un coup, paf! Son vrai visage, les cheveux en chou-fleur. Même le hérisson, il dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là, là, comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu t'imagines le truc? Maintenant, la femme, elle est à la maison tranquille. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, il y a le plombier qui tape à la porte. Elle dit à son mari, attends, il y a le plombier qui arrive. Elle rentre, elle se change, elle se machin pour le plombier. Mais le mari, ça le vexe. Pour moi, tu te mets tellement moche, pour le plombier, tu te mets tellement bien. Le lendemain, il rentre à la maison, il dit encore, je vais la voir, là, avec sa tête de Dracula. Il tape à la porte, c'est qui? C'est le plombier. Il sait peut-être ça va marcher. Ok? C'est pas comme ça. Devant ton mari, sois belle. Dehors, tu as besoin d'être belle pour qui? Parfois, on fait le monde à l'envers. Mais bon, Rabban Shimon ben Gamliel, il nous rassure. Il dit, moi aussi, avec mon père, c'était comme ça. Avec mon père, j'étais pas très bien. Dehors, j'étais mieux. Mais en tout cas, c'est un point auquel il faut faire attention. Ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Yaakov Avinu, lui, c'était l'inverse. L'inverse le plus complet, l'inverse le plus total. Yaakov Avinu, lui, on dit de lui que quoi? Veyaakov, notez la traduction Eva. Veyaakov ish tam yoshev ohalim. Veyaakov ish tam, c'était un homme parfait. Yoshev ohalim, quoi, c'est l'hérisson qui vous a fait rire? Yoshev ohalim, qui est assis dans les tentes. Illinois. Vous me direz après pourquoi vous avez rigolé. Yaakov Ishtam, Yaakov c'était un homme parfait. Yoshev Ohalim, qui était assis dans les tentes. Ça va? Ça va ou pas? Dans les tentes. Dans les tentes. S'il vous plaît, soyez concentrés, c'est très important ce que je vous dis. Il était assis dans les tentes. À quoi on fait allusion quand on parle des tentes? La Gemara, elle dit Bate Midrashot, les bêtes Midrash. Oui, Odélia? Pas Odélia. Oui, Merav? C'est l'Odélia. Dans les tentes, oui ou non? Dans les tentes. Il était dans les tentes. C'était qui les tentes? La première tente, c'était la tente de Yaakov et Rivka. La première tente. Nachon, après il va étudier aussi chez Shem Ve'ever, etc. Mais Yaakov, au tout début, là, d'où est-ce qu'il a appris avant de devoir fuir à cause de Esav? Chez qui il apprenait? Il était dans la tente de Yaakov, la tente de Rivka, de Rebecca. C'est là-bas qu'il était. Et Chachamim, ils expliquent pourquoi Yaakov Ishtam, pourquoi Yaakov s'est devenu un homme presque parfait? Parce que Yoshev Ohalim, parce qu'il était dans les tentes. Je ne sais pas si vous vous imaginez c'est quoi l'éducation dans les tentes avec Yaakov et avec Rivka. Rien que tu voyais Yaakov, tu devenais quelqu'un de bien. Et ça, il l'a vu, ça n'a pas aidé. Mais en principe, tu voyais Yaakov, imaginez un petit peu l'éducation qu'ils avaient de cette grande tzadékette Rivka. Le fils il était à la maison, il entendait sa maman Rivka, il voyait sa maman Rivka. Combien ça l'a influencé? Ce n'était pas n'importe qui. Il n'a pas grandi chez le rébé de Satmar. Il n'a pas grandi chez le rébé de Chabad, de Lubavitch. Il a grandi chez Rebecca. C'est sa mère, c'est normal. Sa mère. Il a grandi chez sa mère. Ok? Et quoi? C'est ça qui lui a permis de devenir un grand homme. Et là, j'aimerais ouvrir une très grande parenthèse. Très grande parenthèse. L'éducation, telle qu'elle a toujours eu lieu au sein du clan d'Israël, jusqu'à il y a à peu près 2000 ans, elle était complètement différente de ce qu'on pense et de ce qui est le cas aujourd'hui. Jusqu'à il y a 2000 ans, l'éducation, elle se passait à la maison. Le fils y étudiait la Torah avec son père, ainsi qu'il est écrit dans le verset « Veshinantam levanecha » tu enseigneras la Torah à ton fils. C'est le devoir du père d'enseigner la Torah au fils. C'est comme ça que ça se passait. La maman, elle enseignait la Torah à son fils, à sa fille. Le chinour, il se passait à la maison. Il ne se passait pas en dehors de la maison.
Le chinour, la meilleure façon et la façon dont il passait le mieux, avec, comme vous dites, avec parfois des problèmes, avec Esav qui est devenu n'importe quoi, mais le chinour idéal, c'était le chinour qu'il y avait à la maison, dans les maisons. Il y a environ 1800 ans, c'était à l'époque du Baït Sheni, du deuxième Beth Amikdash, les Tzedokim, ils ont commencé à avoir une très mauvaise influence sur le Ham Israël, et l'état spirituel du clan Israël, il ne permettait plus de fonctionner comme ça. À ce moment-là, il y a deux grands rabbanim qui ont décidé, qui ont fait une institution. Ces deux grands rabbanim, il y avait Shimon ben Shattach et Yehoshua ben Gamla. Vous pourrez regarder dans la Gemara dans Baba Batra d'Afkaf Aleph, là-bas on raconte toute l'histoire. Tiknu sheyehu melamde tinokot bechol aïr vaïr. Ils ont institué que dans toutes les villes, il y ait des enseignants. Ça veut dire que l'école obligatoire dans la Torah, elle a commencé il y a environ 1800 ans. Ça fait 1800 ans qu'il y a des dictées. 1800 ans chez les Juifs qu'il y a des interrogations surprises. Ça fait 1800 ans que les enfants ils arrivent à la maison, maman j'ai eu 19 sur 20, ok, et qui a eu 20 sur 20? Ça monte il y a longtemps. Maintenant j'ouvre une autre parenthèse. Dans tous les pays du monde, l'éducation, elle est devenue obligatoire bien longtemps après. En France, il y a environ 200 ans que c'est devenu obligatoire. Est-ce que vous connaissez le Gugus qui a fait cette institution? Jules Ferry. Un monsieur très gentil qui a compris que les enfants, et ça valait mieux pour eux qu'il y ait des écoles. Il a institué qu'il y ait des écoles. Il y a 200 ans, à peu près. Nous, ça fait 2000 ans qu'on a des écoles. Eux, ça fait environ 200 ans. Et eux, les non-juifs, les Français par exemple, ils sont très fiers. Ils disent hey, nous, ça fait 200 ans qu'on a des écoles. Hein. Oh, ils sont tout fiers. Ça fait 200 ans, nous, qu'on a compris que c'était obligatoire. Ben, bienvenue au club, Julot. Tu nous fais rire. Qu'est-ce que tu crois? Nous, ça fait 2000 ans. Maintenant, écoutez bien. Il y a un jour un journaliste, ou je ne sais pas exactement qui a voulu, pour une fois, faire l'éloge du clan Israël. Et qui a dit, ouais, c'est juif. Oh, ça fait 2000 ans qu'ils ont l'école obligatoire. 2000 ans. Alors que dans les autres endroits du monde, maximum 200 ans, 150 ans, 100 ans, tout a cassé. C'est Khazak. Il y a un gadol qui a entendu ça. Vous suivez? Il y a un gadol, un grand raf qui a entendu ça. Et qui a dit la vérité. Évidemment que nous, Baruch Hashem, on a compris des choses que ça leur a pris beaucoup de temps de comprendre, évidemment. Mais il faut comprendre que ce n'est pas l'idéal. Cette situation dans laquelle on a eu besoin d'aller à l'école et de ne plus être éduqué chez nos parents, ce n'est pas un idéal. Ce n'est pas du tout un idéal. L'idéal, c'était quand on était à la maison et qu'on recevait la Torah de nos parents, qui nous enseignaient la Torah avec amour, avec affection. C'était ça l'idéal. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, donc on peut plus rien faire. Mais en tous les cas, c'était comme ça l'idéal. Ok? Maintenant, eux, ils sont tout fiers. Jules Ferry et ses copains, ils sont tout fiers. Tout fiers d'avoir inventé l'école. Ils sont tout fiers. Fiers de quoi? Punition générale? Conseil de discipline? De quoi tu es fier? Que la maîtresse, elle dise, alors vous allez sortir vos cahiers, page 72, exercice numéro 14. Le verbe prendre à conjuguer au subjonctif de l'imparfait. Le gars, il a 7 ans. Qu'est-ce que tu veux de lui? Nous, c'était pas ça. Nous, notre Torah, c'était les midot, apprends à être un bon juif, apprends à accomplir les mitzvot, range ta chambre, comporte-toi comme il faut. C'est ça qu'on apprenait à l'école. Et même ça, on l'apprenait mieux avec nos parents que comme c'était à l'école. Maintenant, ça, c'était à l'époque. Imaginez-vous dans la maison de Yitzhak, de Rivka, imaginez-vous un petit peu la Gdusha, la grande Gdusha qu'il y avait là-bas.
Yaakov, écoutez bien parce que le secret il est là, Yaakov, il passait son temps auprès de ses parents. Il étudiait la Torah là-bas. Chaque mot de Torah, chaque comportement qu'il pouvait prendre, il le prenait. Qu'est-ce qu'il faisait l'autre? Qu'est-ce qu'il faisait l'autre, Esav? Il était dans les champs. Il passait son temps dans les champs. Pourquoi il passait son temps dans les champs? Visiblement, parce qu'il voulait fuir de cette vérité. La vérité à laquelle on peut accéder quand on est dans la maison de Yitzhak et de Rivka, il préférait fuir. Il préférait se donner bonne conscience. Je suis quelqu'un de bien, j'honore mon père, j'honore ma mère. Il préférait. Mais à cause de ça, il a tout perdu. Parce que dans la maison de Yaakov et de Esav, on apprenait à l'être humain comment réussir à parcourir l'autoroute de la vie. La vie, c'est une autoroute. Et il y a sans arrêt des décisions à prendre. Il y a des choses à arranger. Il faut vérifier. Si tu n'as jamais pris l'autoroute, si on ne t'a jamais appris, tu ne vas pas réussir à t'en sortir. Un jour, il y a un monsieur qui roulait en Ferrari. Il roulait à 7 à l'heure. 7 à l'heure. Il y a un policier qui dit, c'est pas possible. 7 à l'heure, il met tout le monde en danger. Là, il va trop doucement. Il met tout le monde en danger. En plus, qu'ils ne me disent pas, sa voiture, elle va trop doucement. Il a une Ferrari. Bref, le policier, il l'arrête. Il lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous voulez rouler à 7 à l'heure? Vous pourrez rouler beaucoup plus vite. Le monsieur dit, bah, écoutez, il y avait écrit ici que c'était l'autoroute 7, A7. Donc voilà, j'ai roulé à 7 à l'heure. Le policier dit, ah, parce que vous croyez que 7, c'est le nombre de... Et puis à un moment donné, le policier, quand il parle, il voit à côté du chauffeur quelqu'un qui est complètement évanoui. Il lui dit, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il a l'air de pas bien se sentir. Il dit, ah non, parce qu'on vient de sortir de la A328. Ok? Ben donc il a roulé à 328 km/h. Donc celui d'à côté, il a eu un peu la trouille. Il a fait le schéma Israël. Ça valait le coup qu'elle ne comprenne pas. Tov. Dans la maison de nos ancêtres, on apprenait des valeurs. Dans la maison de Yitzhak, on apprenait des valeurs. Si Yaakov il faisait une bêtise, son père, visiblement, il l'éduquait. Aujourd'hui, on est dans une génération où on ne nous permet plus d'éduquer nos enfants. On est dans une génération dans laquelle, oi vavoy, si jamais un père, il lève la main sur son fils. Oi vavoy, et les parents, ils ont tellement peur que leur fils il devienne un clone de Esav qu'ils n'osent plus rien dire. Oi vavoy. Je vous raconte une petite histoire. Un jour, il y a un garçon, en France, un Français, il s'appelle Mohamed. Non, il était arabe, ouais. Et il arrive à l'école, c'était une école laïque. Le premier jour, la maîtresse, elle dit alors, bonjour, voilà, on va demander le nom à chacun. Donc il y a Julien, il y a Béatrice, et puis lui, comment il t'appelle? Mohamed. Il dit, ah non, tu ne t'appelleras plus Mohamed, tu t'appelleras Mohamed. Mohamed. Vas-y, dis Mohamed. Mohamed. Comment? Mohamed. Très bien, c'est fini. Ils sont dans l'école laïque ici, il n'y a pas le Mohamed, machin. Comme Eric Larziz, là, vous vous rappelez, Eric Zemmour, ouais. D'accord? Donc, Bekitsour, Ali Zemmour. Écoutez, il lui dit, toi, tu t'appelleras maintenant Mohamed. D'accord, l'enfant, il est d'accord, il rentre à la maison, sa maman, elle dit comment s'est passé aujourd'hui l'école. En arabe, elle lui dit tout ça. Il lui dit, c'était très bien, bon, juste, je t'annonce une nouvelle, je ne m'appelle plus dorénavant Mohamed, je m'appelle Mohamed. Quoi? Ah oui, la maîtresse, elle a dit, quoi? Comment c'est possible? Elle appelle son mari. Eh, viens ici, toi! Viens! Le mari, il arrive, la maîtresse, elle a dit qu'il ne s'appellerait plus Mohamed, qu'il s'appellerait Mohamed. Faire quoi? Une chose pareille, il rentre dans une rage pas possible, il commence à donner des coups à son fils, à lui esquinter la tête. Et puis le fils, le pauvre, il pleure, il ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est sa maîtresse qui lui a dit. Bref, il arrive le lendemain à l'école, il a des balafres de partout, des blessures et tout. Alors la maîtresse, elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je vais te dire la vérité, moi j'ai dit à ma mère que dorénavant je m'appelais Mohamed, il y a un rebeu qui est venu qui m'a esquinté la tronche. Hein? C'est son père, non? Ouais. Donc, à l'époque, on pouvait éduquer les enfants. Maintenant, écoutez bien. Il y a encore eu, il n'y a pas longtemps,
À Slabodka, par exemple, c'est une yeshiva dans laquelle on apprenait aux Bachurim. On apprenait les midot. On apprenait, tu veux t'arranger, tu veux devenir parfait, tu veux devenir meilleur. On apprenait comment faire. Et quand les gens ils voulaient vraiment avancer, ils allaient voir leur rabbanim et ils leur disaient, donne-moi un conseil, comment faire pour devenir meilleur, pour ne pas me tromper moi-même. Aujourd'hui, on perd un peu tout ça. Mais en tous les cas, lui, Esav, c'était l'homme qui a réussi à s'arnaquer lui-même, à s'auto-arnaquer, à se moquer de lui-même, à se faire croire lui-même que c'était le grand tzaddik qui fait toutes les chumrot du Chazonish, alors qu'en fait, même honorer un commandement de la Torah, il n'était pas capable. Comment il a pu s'arnaquer tellement? La réponse est que lui, il était dans les champs. Quand tu es dans les champs, quand tu n'es pas en train d'essayer d'apprendre, quand tu ne te remets pas en question, quand tu ne passes pas du temps à t'introspecter, tu passes juste ton temps à courir après des sangliers, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu arrives dans cet état-là. C'est moi Mowgli. Dans la jungle, j'ai grandi. Qu'est-ce que tu veux de Mowgli? Tu veux que quoi? Qu'il devienne le Baba Saleh? Qu'il devienne Yaakov Avinu? Non, il devient Esav, n'est-ce pas? Non, il est mignon, Mowgli, j'ai rien contre lui, mais vous comprenez. Maintenant, regardez. J'aimerais vous dire quelque chose. Oui. Bien sûr. Vous pouvez même revenir après, Bezrat Hashem. Alors regardez, maintenant on va arriver, Bezrat Hashem, à la fin de notre idée. Comment on fait, Béhémet, pour réussir à s'en sortir? Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Si Esav, il a réussi à penser que lui-même c'était un grand sadique, on peut tous tomber dans ce piège. Ce qu'on appelle en hébreu la hona'a atzmit. Se moquer de soi-même, se faire croire à soi-même qu'on est à un niveau qu'on n'est pas. On peut tous tomber dans ça. Esav, il est tombé dans ça, on peut tous tomber dans ça. C'est quoi la façon de s'en sortir? Alors déjà, on a dit, première façon de s'en sortir, on va au Beth Midrash. On essaye de s'inculquer, de s'imprégner un maximum de toute la Kedusha et la Tara qu'on peut avoir. Au séminaire, à la maison, là où on peut. Les livres de Moussar. On essaye un maximum. Et on étudie aussi les livres de Moussar. On étudie par exemple le livre de Michelet. Dans le livre de Michelet, il est écrit Kol derer ish yachar be'enav. Tous les chemins de l'homme, ils sont droits à ses yeux. Vous suivez? Tous les chemins de l'homme, ils sont droits à ses yeux. C'est-à-dire que tu peux remarquer un truc fou. Parfois, tu t'occupes d'un couple. Tu as les deux qui arrivent. Les deux, ils sont en froid depuis je ne sais pas combien de temps. Et les deux, ils sont sûrs et certains, chacun, que c'est lui qui a raison et pas elle. Et elle, c'est elle qui a raison et pas lui. Mais pas un doute, pas une hésitation. Vérité absolue. Elle détient la vérité absolue. Et lui, il détient la vérité absolue. Et ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont en train de se disputer. Tout ça pourquoi? Une fois, il y a un couple qui est venu comme ça me voir. Ils étaient fâchés pour un très très grand problème. C'était quoi le grand problème? Son mari, il avait oublié d'éteindre la lumière en sortant de la maison. Chez Mishmor. Elle, c'était une Marocaine. Et elle lui dit, tu vas bien m'écouter, mais tu vas bien m'écouter. C'est toi qui as oublié d'éteindre la lumière. Et si je dis ça, c'est que c'est toi qui as oublié d'éteindre la lumière. Maintenant, quand une Marocaine, elle répète chaque phrase 2 fois, tu as compris que le match, il est perdu. Un truc comme ça, à peu près. C'est complètement perdu là, perdu d'avance. Et lui, il dit, non, je sens que c'est pas moi qui ai oublié d'éteindre la lumière. Comment tu sens? C'est un parfum Christian Dior, je sens que c'est moi, je sens que c'est pas moi. Elle dit, non, mais je pense. Et elle, d'accord. Et puis lui, après, il lui dit le truc qu'il ne faut surtout pas dire à une femme, surtout pas à une Marocaine. Il lui dit, mais calme-toi. Ah, parce que tu penses que je suis énervé. Ben, je vais te montrer maintenant c'est quoi être énervé. Même moi, je suis parti me cacher dans une autre pièce. Les anges dans le ciel, ils sont cachés derrière les nuages. C'était un truc de malade. Elle était sûre d'avoir raison. Pour elle, ça ne plaît pas être énervé, le ton avec lequel elle parlait à son pauvre mari innocent, qui n'avait jamais goûté le goût du Maroc de sa vie. Jamais. Et elle, voilà comment elle parle. Elle est sûre d'avoir raison. Et lui, il est sûr d'avoir raison. Et tu les écoutes, les deux, ils vont te prouver comment ils ont raison.
Et ça se passe tellement, tellement de fois. Les gens, ils sont sûrs d'avoir raison. Et ce qu'on doit essayer de faire, c'est essayer de se dire quelquefois que peut-être qu'on n'a pas raison. Peut-être qu'on a tort. C'est quoi le problème? Et là, on arrive au fond du problème. Le problème, c'est qu'il y a un concept qui s'appelle le pot de vin. Le shohad en hébreu. Le shohad, ça veut dire que si, par exemple, j'ai un jugement avec quelqu'un, auprès d'un dayan, auprès d'un juge, je n'ai pas le droit de lui mettre une enveloppe pleine de billets dans la poche. Pourquoi? La Torah, elle dit qu'il y a shohad yaver ene chachamim. Le shohad, il aveugle les sages. Ça veut dire que ce n'est pas simplement qu'il aveugle les idiots, c'est qu'il aveugle les sages. Donc la Torah, elle te dit qu'il est sage, qu'il était sage en tous les cas avant de recevoir le pot de vin. Et maintenant, une fois qu'il a reçu ce pot de vin, il est plus sage. C'est plus une cervelle qu'il a, c'est un pot de chambre. Il est plus sage. Ça veut dire quoi, il est plus sage? C'est-à-dire que quand maintenant, moi je vais venir lui dire c'est moi qui ai raison parce que, lui tout de suite il va entendre dans son oreille, ah ouais, ouais c'est vrai. Et quand il va entendre que j'ai quand même malgré tout des choses à me reprocher, bon, ça c'est pas grave, c'est un petit détail. Tout ça pourquoi? Parce que moi je lui ai donné une enveloppe bien gonflée dans sa poche. C'est un concept qui existe, on peut faire ce qu'on veut. C'est comme ça que l'être humain a été fait. On est tous comme ça. Si quelqu'un vient me rend un très 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 grand service, que je l'aime particulièrement, ben, j'aurais tendance à vouloir lui donner raison. J'aurais tellement de mal à ne pas lui donner raison. Mais pas parce que j'ai été soudoyé, pas simplement parce que je suis de mauvaise foi. Bien sûr, il peut y avoir un peu de mauvaise foi dans ça. Le simple fait que je reçoive du shohad, c'est de la mauvaise foi. Mais parce que dans mon esprit, c'est comme ça que ça fonctionne. Mon esprit, maintenant, il repère, ouais, lui, c'est quelqu'un de bien. Ben oui, la preuve, il m'a donné une enveloppe. C'est quelqu'un de bien. Donc, si c'est quelqu'un de bien, ce n'est pas possible qu'il ait fait du mal. Donc, s'il a fait du mal, on va essayer de le juger, les kaf zerhout. C'est pour ça que ça fonctionne, être humain. C'est pour ça que la Torah, elle est tellement sévère à l'égard de celui qui recevrait un pot de vin. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que même si ce n'est pas un vrai pot de vin, même si c'est juste, je lui ai rendu un petit service, il faut toujours se méfier. Parce que l'autre, maintenant, il ne pourra plus être neutre. Et il pourra donner raison à l'autre. Vous savez, c'est quoi le plus grand shohad que l'homme il a? C'est l'amour propre, l'amour personnel. L'homme, il s'aime beaucoup. Et quand on s'aime, et c'est normal de s'aimer, et bien sûr qu'il faut s'aimer, mais d'un coup, on a une tendance à se regarder de façon positive. Moi, je suis tzaddik. C'est pas possible que je sois autre chose. Maintenant, alors on va expliquer comment j'ai été Mechalel Shabbat l'autre fois. Ok, bonne question. Quand Eliyahu Hanavi viendra, il répondra aussi à cette question. Comment ça se fait que l'autre fois tu as assassiné? Bonne question. Bonne question. Mais moi, je suis un tzaddik. Et toutes les lourdeurs que tu vas faire, tu vas dire non, mais moi, je suis un tzaddik. Et on ne s'en rend même pas compte. Je vous répète, si Esav, il est tombé dans ça, moi aussi, je peux tomber dans ça. Et moi aussi, j'imagine que je tombe dans ça parfois. Et j'imagine que parfois, je fais des choses qui ne sont pas correctes, que je n'aurais pas dû faire, mais j'ai raison. Ben oui, par principe. Le principe. Par le principe, j'ai raison. Je ne peux pas avoir tort. Moi, avoir tort. Moi, avoir tort. Et c'est comme ça que Esav, il fonctionne. Et c'est comme ça que fonctionne toute personne qui a le shohad. On est tous concernés par ce problème. On est tous dans la même gadoue. Sauf celles qui ne s'aiment pas suffisamment. Alors elles, je les enverrai très rapidement chez un coach pour qu'elles apprennent à s'aimer parce que ce n'est pas une solution de se haïr. Ce n'est pas une solution. Il faut s'aimer. On doit s'aimer. Mais il faut faire attention. Comment on va faire, Bezrat Hashem, pour, alors qu'on s'aime, réussir à rester un petit peu neutre? Il y a plusieurs conseils. Le premier conseil, c'est ce que vous êtes venu faire cette année, c'est étudier du moussar. Vous venez dans un séminaire dans lequel vous apprenez du moussar. Vous apprenez, parfois vous entendez des choses qui ne sont peut-être pas agréables à entendre. Parfois il y a des choses qui sont difficiles à entendre. Et parfois, c'est peut-être facile à entendre, mais vous vous sentez concerné par un point. Peut-être que parfois on va vous parler de émet, de vérité, et vous venez de sortir de la raquevette à Kalar que vous n'avez pas payé. Et quand le contrôleur il a essayé de vous attraper, vous vous êtes enfui. Et vous êtes arrivé au séminaire. Ok. Et puis tu entends un raf qui dit, vous savez, il ne faut pas voler. Même la raquevette à Kala. Et vous allez apprendre de là des choses. C'est ça le but du moussar. Le but du moussar, c'est de s'introspecter. Si quand j'étudie le moussar, je me demande simplement comment ça va aider l'autre. Si quand j'étudie le moussar, je me dis, oh, tel élève, elle en aurait vraiment besoin.
tel ami, dommage qu'il s'est endormi pendant cette sira, c'était pour lui, c'était vraiment pour lui cette sira, pourquoi il s'est endormi? Et un tel, pourquoi? Et un tel, si c'est comme ça qu'on fonctionne, on peut tuer du moussard toute la journée, ça ne servira à rien. Le moussard qu'on étudie, c'est quand on essaye de se remettre en question. Et peut-être que si je pouvais vous donner un conseil, comment faire pour ne pas devenir Esav, essayez d'avoir des vrais amis. Des vrais amis, c'est des personnes qui seront capables de vous dire la vérité quand il faut. Ça veut dire que si par exemple, Ayala, vous voulez que votre bonne amie, ce soit Tamar, par exemple, j'ai pris un exemple, vous allez voir Tamar à un moment et vous allez lui dire, regarde, à chaque fois que ma mère, elle me demande tel service, je refuse parce que je pense que machin. Est-ce que tu penses que c'est la bonne chose? Est-ce que vraiment la façon dont je fonctionne, c'est vraiment la bonne façon de réfléchir? Est-ce que tu ne crois pas que ça provient peut-être un peu de fainéantisme? Et puis, mais dis-moi franchement, Tamar, ce que tu penses. Franchement, dis-moi ce que tu penses. Je veux savoir. Et plus, dites-lui si une fois je ne me comporte pas bien, je ne sais pas moi, dehors, dans un cours, pendant ma tefila, je ne sais pas. Dis-le moi, j'ai envie d'avancer. Maintenant, les gens de l'extérieur, ils sont aussi bien capables de voir vos qualités que vos défauts. Même vos qualités, vous voulez connaître Ayala, vos vraies qualités, allez voir une copine. Dites-lui, regarde, si tu devais résumer toute ma personnalité et mes qualités extraordinaires en une qualité, qu'est-ce que tu dirais, Tamar? Maintenant, si vous voulez quelqu'un qui vous fait la liste de vos défauts, c'est très simple, vous vous mariez, vous allez voir votre belle-mère. Oh, elle, Bliaïnara. Mais, si vous voulez, ayez une amie. Ayez une amie qui va vous donner des leçons. Soyez prête vous-même à vous remettre en question. Acceptez que vous n'êtes peut-être pas parfaite. Quand on accepte qu'on n'est peut-être pas parfait, qu'on accepte qu'on a des torts, qu'on accepte qu'on est des êtres humains, que c'est normal qu'on faute de temps en temps, c'est normal qu'on trébuche, c'est normal qu'on tombe, là on peut se remettre en question. Celui qui se remet en question, il est obligé d'avancer. Lorsque Yitzhak, il s'aperçoit, après tellement d'années dans lesquelles il a été objet de cette grande ruse de la part de Esav, il voit le Guéhinam face à lui. Parce qu'il comprend comment un être humain, il peut arriver à une situation dans laquelle il est sûr et certain que c'est le plus grand tzaddik du monde, alors que c'est l'un des plus grands Rechaïm de toutes les générations. Yitzhak, il voit ça, il voit le Guéhinam. Il comprend que lui-même, il peut y arriver. Nous aussi, on peut tous y arriver à ce Guéhinam. Il faut qu'on fasse attention. Il y avait un terroriste, j'ai oublié son nom, un truc Pan. J'ai oublié son nom. En anglais, ça voulait dire 2 pistolets. C'est une histoire. Comment? Ça veut dire quoi? Un truc genre, il avait 2 pistolets toujours. J'ai oublié comment il s'appelait. Mais Kitsour, c'était un. J'avais pas prévu, sinon j'aurais vérifié son nom. Si vous n'en avez pas marre de Jules Ferry, j'aurais pu vous donner d'autres noms sympas. Je ne sais pas, Pic-Tapan, je sais pas comment il s'appelait. Bekitsour. C'était un monsieur, un terroriste. Il avait toujours 2 pistolets sur lui. Et il tuait des tonnes de gens. Il était recherché par les polices, il était recherché par... Et à un moment donné, la police, elle a réussi à l'enfermer. Il s'est enfermé dans une pièce. Il y avait la police tout autour. Il ne pouvait pas partir. Il s'est rendu, comme on appelle ça en français. Il s'est rendu. Et la police, elle est venue. Et elle s'est aperçue que dans sa poche, il y avait un papier. Dans le papier, il y avait écrit quelque chose du genre, mot pour mot, je ne me rappelle plus, mais ce n'est pas très important. De toute façon, c'est les propos d'un terroriste. Ce n'est pas à peine de faire du diouk de chaque mot. Mais il disait un truc du genre, la vérité, je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi miséricordieux que moi, d'aussi gentil que moi. Moi, les gens, ils m'ont mal compris. Les gens, ils m'ont mal jugé. Les gens, ils ont pensé que j'étais méchant. Mais en fait, j'ai essayé de rétablir la justice sur terre. Quand j'ai tué les méchants, c'était parce que je voulais, en fait... il était persuadé dans sa tête que c'était le Tzadik Umot Haolam. Quand il tuait les gens, c'était pour rétablir la justice. Quand il y a des rebeux qui nous tuent, ils sont certains que c'est les Shem Yichud Kudsha Berichou. Ils le font en l'honneur de machin. Nous aussi, on peut tomber dans ça. Est-ce que parfois, on n'est pas en train d'écraser des gens en se disant « je le fais en l'honneur de Dieu » ? Faire attention à ça. Je termine en disant un dernier petit point. Lorsque Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur maman, paracha de la semaine, vous avez rappelé ces faits, vous vous souvenez? Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur maman, n'est-ce pas? On dit que
Esav, dès qu'il s'approchait d'un endroit où il y avait de l'idolâtrie, commençait à s'exciter. Maman, je veux sortir. Quand on s'approchait d'un Beth Knesset, Yaakov, il disait, maman, j'ai envie d'étudier. Ok? J'ai une question, Bithia. Il y a écrit dans la Gemara que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. Toute la Torah. Vous connaissez cette Gemara? Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. Maintenant, il y a une autre Gemara qui dit que la Torah, c'est l'antidote contre le Yetzer Hara. La meilleure façon de vaincre le Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu es invincible face au Yetzer Hara. Demande les Chachamim, si on dit que le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah, donc Esav, dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah. Or, l'étude de la Torah, c'est contre le Yetzer Hara. Comment ça se fait que quand il y avait une église, il voulait se rapprocher? Aïe, aïe, aïe. Bonne question? C'est Chirel qui dit bonne question. Dora, c'est une bonne question? Qu'est-ce que vous en pensez? Adélia? Léa? Eva? Nerli. Qu'est-ce que vous dites? D'accord. Elinor? Est-elle? Moi, je pense que du coup, quand il sort du ventre de sa mère, il oublie. Oui, mais il n'était pas sorti, il était dans le ventre de sa mère. Sa mère est passée devant une église. Oui, en Peut-être fait, que c'est pas du Adassa. Ah, la correction. Qu'est-ce qui peut répéter la question à Adassa? Pourquoi on dit que dans le ventre de sa mère, normalement, il y a un ange qui nous apprend toute la Torah. Et il y a une autre Mara qui dit que le meilleur remède au Yetzer Hara, c'est la Torah. Plus on étudie la Torah, moins le Yetzer Hara peut nous toucher. Du coup, pourquoi Esav, dans le ventre de sa mère, quand il étudie la Torah, il est déjà attiré par la Torah? Il y a un En Yaakov qui pose cette question. Écoutez bien, il y a un En Yaakov qui pose cette question. Donc si vous avez dit que c'est une bonne question, vous avez raison. C'est une bonne question, c'est le En Yaakov qui la pose. Le En Yaakov, il répond une réponse qui personnellement me fait rire. Il dit, c'est très simple. Quand l'ange il est venu, il a dit à Yaakov, tu veux étudier la Torah? Yaakov, il dit, Bekef. Allez, on fait Chavruta. Après, il a été voir Esav, il dit, Esav, tu veux étudier la Torah? Non, merci. Non, merci. Ça veut dire que Esav, dans sa maout, dans son être, il y a ce besoin de fuir la vérité, de fuir la réalité, de ne pas connaître, de me laisser croire que je suis quelqu'un de bien. Il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup de gens comme ça, qui fuient la réalité, qui fuient les remarques. Quand on leur fait des remarques, au lieu de prendre ça et de se construire, de progresser, non, si tu m'as fait une remarque, c'est que tu me hais, c'est que tu me détestes, c'est que tu machin. C'est un risque qu'on prend. Donc, Be'ezrat Hashem, la grande leçon de cette semaine, c'est la suivante. Yitzhak, ce n'était pas quelqu'un d'idiot. S'il s'est laissé convaincre par Esav que Esav c'est un très grand sadique, c'est que Esav, il jouait très très bien le jeu. Et s'il jouait tellement bien le jeu, c'est parce que lui-même il était persuadé. Un homme sadique comme moi, ça n'existe pas. Et moi j'en connais des gens qui sont tous sauf des gentils maris et ils pensent être des gentils maris. Ils sont tous sauf des bons éducateurs, ils sont certains d'être des bons éducateurs. Ils sont tous sauf des tzadikim et ils sont sûrs d'être des tzadikim. Ils font les khumrot. Il y en a, il m'a dit, moi je vais pas à la synagogue, moi je prie à la maison. Je dis pourquoi? Il me dit, je suis mahmir. Pourquoi t'es mahmir? Il me dit, ah oui, ils sont ouverts Shabbat. Ils sont ouverts Shabbat, moi je rentre pas là-bas. Ok, les gens ils font des khumrot de malade mental et ils pensent être les grands tzadikim. Be'ezrat Hashem, introspection. Le soir, vous allez faire la Kriyat Shema à la Mita. Vous avez le Patach Eliyahu, je ne sais pas quel livre. Dedans, il y a écrit, avant de dire à Rémi Mochel, faites une petite introspection. Ce n'est pas un gros mot, introspection, c'est un mot très gentil. Avant, essayez de vous rappeler de votre journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait d'un peu moins bien? Nachon, j'ai fait des choses pas bien. À Kol Beseder, je suis un être humain. Comment je vais pouvoir réparer ce que j'ai fait de pas bien? Et de cette façon-là, Be'ezrat Hashem, on pourra éviter de devenir des Esav. Parce qu'en potentiel, on peut tous, Chas v'Shalom, le devenir, ou alors on peut tous devenir des Yaakov. Qu'on soit Be'ezrat Hashem dans le clan des Yaakov. Be'atzlacha.